Une entreprise qui va à l'international a plus de chances de grandir, d'avoir du succès, de pouvoir croître. C'est que la compétition, elle n'est pas de l'autre côté de la rue, mais elle est partout à travers le monde. Lorsqu'on a une idée aujourd'hui, il y a souvent quelqu'un d'autre qui va l'avoir ailleurs. Et de l'autre côté, c'est qu'on voulait aussi s'assurer qu'on allait attirer dans la région du talent et des investissements pour continuer à aider notre économie à grandir. Carl Viel, tu es le président directeur général de Québec International, une organisation clé dans le développement économique de la région de Québec. Depuis ton arrivée en 2008, Québec International a connu une croissance impressionnante, passant de quelques employés à une équipe de près de 90 personnes au moment où on se parle. L'agence collabore aujourd'hui avec plus de 1000 entreprises et a facilité l'installation de 29 000 talents internationaux dans la région en date du 31 décembre 2023. Sous ta direction, Québec International a réalisé plus de 100 missions internationales et a aidé de nombreuses entreprises locales à s'exporter et à se développer. Avec un focus sur l'innovation, le repreneuriat et le recrutement international, Québec International est devenu une référence pour les entreprises cherchant à s'étendre au-delà des frontières du Québec. Carl Viel, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui. Merci. Je ne sais pas si on doit dire bon matin, bon après-midi, dépendamment au moment ou bonne soirée, dépendamment au moment où lequel les gens vont écouter, l'audience va écouter le podcast. Mais ça fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui pour échanger et de discuter. Effectivement, Carl, d'ailleurs, je te remercie de venir sur le podcast. Et pour les gens qui nous écoutent et qui pourraient peut-être bénéficier des services de Québec International ou d'ailleurs peut-être en savoir un peu plus, est-ce que ce serait possible pour toi de peut-être bien expliquer à notre audience ce que vous faites au quotidien? Oui, merci. Bien, écoute, premièrement, Québec International, on est une agence de développement économique. Donc, une agence de développement économique, c'est en partie ce que tu as présenté dans dans ton introduction, mais une agence de développement économique, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les entreprises. Donc, on le sait, les gens qui sont en affaires partent souvent d'une idée. Par la suite, vont aller dans différentes phases de croissance. Des fois, on prend des pas de recul pour mieux avancer. Et par la suite, on va jusqu'à l'autre spectrum, c'est-à-dire dans certains des cas, des entreprises que des gens vont vendre, ou dans d'autres cas, comme on l'a mentionné, qui vont regarder pour faire un transfert soit générationnel, donc jusqu'au volet du reprenariat. Donc, on a la chance chez Québec International d'aider les entreprises de l'idéation à partir d'un de nos services que nous offrons, de nos lignes d'affaires, c'est le camp, qui est un incubateur accélérateur où, à travers les années, on a développé différents programmes pour aider justement les hommes et les femmes qui ont des idées pour se partir en affaires avec un programme qu'on appelle MVP, ma validation de produits. Donc, comment on les accompagne sur une période de quelques semaines pour justement mettre sur pied un plan d'affaires. Par la suite, on a différents programmes qu'on va faire pour les aider à constituer une entreprise. Par la suite, regarder puis les différentes phases de croissance. Et l'idée qu'on a pris lorsque on est allé avec l'idée d'appeler notre incubateur le camp, c'était justement de dire que le travail qu'on fait à l'intérieur du camp de chez Québec International, c'est souvent comme un travail de Sherpa. Donc, un Sherpa qui va aider quelqu'un à monter un sommet, des fois, la ligne n'est pas droite pour monter un sommet. Des fois, on doit prendre quelques pas de recul, s'acclimater pour être capable de monter plus haut. Donc, l'accompagnement d'un Sherpa, c'est l'idée que des fois, on avance, des fois, on recule pour mieux se préparer pour remonter pour atteindre les sommets. Donc, ça, c'est un élément, une image qu'on a voulu mettre en place puis qu'on continue à promouvoir avec l'idée justement des Sherpas. Donc, l'autre volet, si je reviens, c'est aussi tout le volet de l'aide aux entreprises qui veulent exporter. On sait qu'encore aujourd'hui, tant au Québec qu'au Québec, autour de 70 ou plus de 70% des déplacements de l'exportation des entreprises vont se faire vers les États-Unis. Donc, on a développé différents programmes d'accompagnement pour les entreprises qui sont justement à différentes phases de l'exportation. On a justement cette semaine, on vient de commencer notre nouvelle cohorte d'un programme qui s'appelle PAC, qui est encore une fois les premiers pas à l'export. Donc, dans ce temps-là, c'est un peu la même chose. C'est comment on aide une entreprise à bien structurer
ses premiers pas à l'export, comment monter son plan, comment regarder la compétition, voir comment que les autres entreprises qui sont potentiellement ou qui sont des compétiteurs, quel réseau de distribution, comment ils vont exporter, comment bien choisir son pays, sa région. Et je vais prendre un autre exemple à ce niveau-là aussi qu'on a vu l'évolution des choses. Bien, il y a quelques années, on pouvait parler avec des entreprises qui voulaient exporter, par exemple, vers les États-Unis et on était peut-être à 90 où c'était de la vente directe avec des réseaux de distribution, que ce soit des Walmart, des Target et d'autres types de partenaires, mais qu'aujourd'hui, il y a plusieurs des marchés qui ont évolué et maintenant, on a de plus en plus de la vente en ligne. Donc, comment on aide nos entreprises à exporter, à vendre avec le commerce en ligne? Et pour moi, là-dedans, je fais une image un peu simpliste, c'est qu'on peut avoir deux types de personnes. L'entrepreneur, c'est celui qui dit, moi, je veux apprendre à nager avant de sauter dans la piscine ou sauter dans le lac. On en a d'autres qui sautent dans le lac, puis à un moment donné, qui réalisent qu'ils ont besoin d'aide. Donc, c'est comment qu'on va les aider sur les deux volets. Puis dans certains des cas, ça peut être une entreprise qui vend en ligne, puis qui dit, je viens de faire une première vente aux États-Unis, je suis dans le secteur agroalimentaire. Comment je m'assure que mon produit X, Y, Z va pouvoir passer la douane? Comment je m'assure qu'il va rester dans un endroit quand il va être transporté? On dit souvent qu'il va être shippé, mais qu'il va être transporté, va s'assurer qu'on garde le produit à la bonne température. Donc, c'est le genre de questions qu'on va Bien regarder. sûr. On a aussi développé un autre programme assez intéressant où on fait des cellules à l'exportation, donc des plus petits groupes où l'on s'occupe de bien encadrer nos entreprises pour justement les aider à franchir les différentes étapes. Et souvent, dans le monde de l'entrepreneuriat, on a très souvent des gens qui sont seuls à la direction de leur organisation, des petites entreprises. Donc, d'avoir quelqu'un qui va être avec eux, qui va les aider en disant, Antoine, la semaine dernière, tu avais rencontré une entreprise, tu devais y envoyer une liste de prix, tu devais envoyer des échantillons. Est-ce que tu l'as fait? Et aussi par la suite, de voir comment on peut partager les meilleures pratiques ou qu'est-ce qu'on a appris. Fait qu'on fait des petits groupes. Je donne un peu une autre image là-dessus aussi. C'est si on travaille avec des entreprises qui sont dans le secteur de la construction d'une maison, on ne prendra pas 4 entreprises qui vendent des portes et fenêtres. On va trouver des gens qui ont une complémentarité pour s'assurer que les gens vont partager leur expertise. Donc, l'aide à l'export, tout le volet du démarrage de l'entreprise par le camp. Par la suite, des problématiques avec les entreprises au niveau du talent. Donc, ça, c'est un autre élément important avec notre faible taux de chômage. La transformation numérique est un autre élément important qu'on doit aider nos entreprises à accroître leur productivité. Deux autres enjeux qui sont omniprésents qu'on a vu évoluer dans les dernières années, le volet de la cybersécurité, le volet du développement durable, qui sont d'autres éléments importants. Et par la suite, un autre élément important de notre côté à nous, on n'a pas d'outils de financement, mais c'est comment on peut aider les entreprises, soit à préparer une demande ou d'apprendre à connaître les différents programmes d'aide sur lesquels ils peuvent aller chercher des dollars, du financement pour les aider dans différents types de projets. Je résume un peu, mais c'est une partie du travail qu'on fait. Puis le dernier petit volet, bien, c'est toute notre équipe au niveau de nos économistes, c'est-à-dire comment on peut aider soit les entreprises, l'organisation, la région à réfléchir sur des données économiques qui peuvent nous aider à se comparer avec d'autres régions ici ou de voir qu'est-ce qui se fait ailleurs pour voir s'il n'y a pas des tangentes, des nouvelles façons de faire qui peuvent avoir un impact pour nos entreprises. Et puis, le dernier élément là-dessus, c'est qu'on l'a vu suite au COVID, c'est que les changements qui, des fois, prenaient beaucoup plus de temps, aujourd'hui, sont beaucoup plus rapides et l'impact est beaucoup plus rapide auprès de nos entreprises. Je prends un exemple, quand on a eu le COVID, des fois, il y a des gens qui disaient le COVID vient de nouvelle phase, vient d'arriver en Europe. Il y a un océan qui nous sépare, ça n'arrivera pas ici. Mais souvent, 3 semaines après, on vivait la même crise que les gens avaient en Europe. Donc, les changements sont plus vite et les adaptations doivent être là pour nos entrepreneurs.
Voilà. Puis d'ailleurs, juste pour en savoir un peu plus, toi, de ton côté, Carl, j'ai vu que tu as travaillé dans des organisations, je ne serais pas prêt à dire nécessairement similaires, mais peut-être dans une catégorie qui est similaire. Donc, tu as travaillé chez Montréal International. Et là, j'aimerais essayer de comprendre un petit peu la genèse de tout ça avec Québec International. On discutait, toi et moi, dans un entretien distinct, que tout a été lancé, je pense, avec les fusions qui se sont déroulées au Québec vers les années 2008, 2007-2008. Peut-être que tu Ouais, peux un nous petit ramener peu un petit peu avant. à l'idée un petit peu avant, pourquoi tout ça a été lancé et comment ça a été lancé? Ben, la création de qu'est-ce qui est aujourd'hui Québec International remonte, la jeunesse revient à l'époque, de la fusion des municipalités. Donc, dans la région de Québec, on avait plusieurs villes sur le territoire, Beauport, Charlebourg, Sillery, Sainte-Foy, on peut tous les nommer. Il y a eu ce regroupement-là des municipalités qui a créé ce qui est Québec aujourd'hui. Par la suite, il y a eu une volonté de fusionner les chambres de commerce. Donc, sur le territoire, il y avait Beauport, Sainte-Foy, Québec et les autres qui ont créé aujourd'hui la CCI, donc la Chambre de commerce et d'industrie de Québec. Et au même moment, il y avait 5 organisations qui avaient tous différents mandats sur le volet de l'accompagnement des entreprises, un rôle économique. Donc, il y a eu à ce moment-là un rapport qui a été fait par la firme Anderson qui a suggéré et recommandé la fusion des organisations pour créer à l'époque l'organisation qui aujourd'hui s'appelle Québec International. À l'époque, on l'avait appelé Pôle Québec Chaudière-Appalaches. Donc, pôle de compétitivité, Québec et de l'autre côté, Chaudière-Appalaches, mais ce n'était pas un nom qui était très facile pour des gens à comprendre. Les pôles de compétitivité, Québec, Chaudière-Appalaches, c'est régions administratives. Donc, oui, au Québec, les gens comprenaient, mais à l'extérieur, les gens comprenaient un peu moins. Donc, on est allé avec l'idée de Québec, qui est la ville-centre, comme on l'a vu, comme tu l'as mentionné, avec Montréal International ou Toronto, on parle souvent du GTA, de Greater Toronto Ouais. Area, où les gens qui demeurent à Etobicoke, à Mississauga, ben, lorsqu'ils se déplacent, ils disent souvent qu'ils viennent de Toronto. Les gens connaissent un peu moins les villes autour, je veux dire les suburbs, mais les villes autour. Donc, on a fait un peu la même chose. Et on a pris aussi le volet d'international parce que on voulait s'assurer que sur 2 aspects, que nos entreprises comprenaient que si on veut les aider à grandir, on doit aller vers l'international. On le sait qu'une entreprise qui va à l'international a plus de chances de succès, a plus de chances de grandir, d'avoir du succès, de pouvoir croître. Deuxième élément, c'est que la compétition, elle n'est pas de l'autre côté de la rue, mais elle est partout à travers le monde. Lorsqu'on a une idée aujourd'hui, il y a souvent quelqu'un d'autre qui va l'avoir ailleurs. Et de l'autre côté, c'est qu'on voulait aussi s'assurer qu'on allait attirer dans la région du talent et des investissements pour continuer à aider notre économie à grandir. L'élément aussi qui était important à l'époque que j'étais chez Montréal International et après ça, chez Montréal In Vivo, qui est la grappe des sciences de la vie que j'ai démarré, c'est que ce que j'ai réalisé lorsqu'on avait une grappe, il y avait des services qu'on n'avait pas nécessairement la capacité d'offrir et l'expertise qu'on pouvait offrir. Et lorsque je suis arrivé chez Québec International, c'était plus facile de pouvoir avoir accès à une équipe d'experts à l'exportation et d'avoir quelqu'un qui gérait, qui s'occupait d'une grappe industrielle. Par exemple, je vais continuer dans les sciences de la vie, donc qui va travailler avec les entreprises, qui va focuser sur la dynamisation du secteur, échanger, etc. Mais quand tu as une entreprise qui veut exporter, qui a des problématiques de financement, ben, ce n'est pas nécessairement le même type d'expertise que l'entrepreneur, homme ou femme, va rechercher pour l'aider à comment développer le marché américain, comment aller chercher l'approbation du FDA ou demain matin, comment faire une ronde de financement. Donc, en ayant cette chance-là à l'intérieur d'une même organisation, d'avoir différentes équipes avec différentes expertises, ces gens-là, justement, vont travailler et on s'assure d'une synergie entre les différents membres de l'équipe pour bien aider, bien accompagner une entreprise. Et comme tu l'as mentionné au départ, ben bon an, mal an, c'est toujours autour de 1000 entreprises différentes, centres de recherche avec lesquels on va travailler à tous les ans. Wow. Et peut-être juste pour essayer de décortiquer ça un peu, là, c'est 1000 organisations, mais c'était pas 1000 organisations au début.
Vous étiez quelques employés quand vous avez commencé. Vous êtes près de 90 employés aujourd'hui. Donc, définitivement, la demande pour de l'aide à de l'internationalisation pour l'ensemble de vos services est plus présente aujourd'hui qu'elle pouvait l'être auparavant. Explique ça comment. Est-ce qu'il y a beaucoup plus d'envie maintenant des organisations d'être mondiales, d'être dans plusieurs pays? Est-ce qu'il y a des événements qui ont marqué un petit peu l'évolution de tout ça? Ben, je pense qu'il y a différents facteurs. Le premier facteur, c'est important d'avoir la chance d'être à l'écoute de nos dirigeants, dirigeantes d'entreprise, de pouvoir discuter avec eux, d'avoir une conversation ouverte, transparente, où les gens vont partager avec nous les défis auxquels ils font face et de réaliser que dans certains des cas, il y avait certains éléments, puis je reviens à deux exemples, la cybersécurité, on peut parler de l'intelligence artificielle, on peut parler du développement durable, que là, 5 ans, c'était pas nécessairement des sujets qui étaient prédominants dans une conversation, mais qu'on attendait, qu'on voyait qu'il y avait une éclosion. Donc, si, lorsqu'on parle avec, on échange avec les gens nous disent, il y a quelque chose que je vois en avant qui va venir avoir un impact sur mon entreprise à moyen et long terme. Donc, c'est comment on est capable soit d'ajuster, d'adapter après ça notre offre de service ou d'ajouter des éléments qui deviennent importants pour répondre aux besoins. Donc, les besoins évoluent dans le temps, c'est la première chose. Le deuxième élément pour moi, c'est que lorsqu'on offre des services, ben que si on est rendu au nombre de personnes puis qu'on accompagne le nombre d'entreprises et de centres de recherche, de maisons d'enseignement, c'est qu'on doit quelque part faire un bon travail si les gens viennent nous voir, nous réfèrent, puis qu'après ça, reviennent nous voir à différentes étapes de leur croissance. Donc, qu'on doit faire des choses qui sont pas pires parce que les gens reviennent nous voir, puis qu'on a des bons résultats. Donc, deuxième élément, de livrer des services de qualité, se remettre en question de façon continue. Et le troisième élément, c'est vraiment d'avoir aussi la chance d'avoir des partenaires privés et publics qui sont prêts aussi à nous soutenir dans des nouveaux besoins, dans des nouveaux, je dirais, besoins ou nouvelles demandes qu'on voit le marché. Puis le dernier, c'est comme une entreprise, c'est de faire de la veille, puis de Ouais. voir comment l'industrie va évoluer. Puis il y a des changements, comme je le disais, que souvent on voit en Europe ou ailleurs qui un jour vont nous impacter. Puis l'impact de ces changements-là, à travers le temps, a évolué plus rapidement qu'il y a 10 ans. Puis l'autre Ouais. élément que lorsqu'on a fait notre dernière planification stratégique, c'est toute l'évolution du monde du travail, qui est un autre élément hyper important où on a passé d'un modèle où les gens étaient 5 jours semaine au bureau, dans leur espace de travail, où là, on est rendu dans un mode hybride entre le présentiel et le virtuel. Donc, comment on s'adapte? Comment qu'on adapte aussi le travail qu'on fait? Et dans certains des cas, ben pour nous, il y a des gains d'efficience. Si avant, sur le territoire qu'on dessert, si on devait partir le matin pour aller voir une entreprise à Thetford Mine, puis l'après-midi, on devait aller en voir une à Charlevoix, ben on pouvait en voir deux dans une journée. Aujourd'hui, avec les Ben oui. technologies qui se sont aussi développées, ben je peux être assis sur une même chaise, puis peut-être voir cette entreprise dans une journée, puis de Mhm. répondre à des besoins, puis après ça, d'assurer les suivis. Donc, il y a une évolution du nombre de services. La même chose avec notre incubateur, le camp, où avant COVID, on accompagnait peut-être entre 20 et 30 entreprises. Mais là, le fait que le monde est en virtuel, on est rendu à plus de 150 entreprises par année parce que tout le Wow. monde n'est pas au bureau, puis les entreprises ont 5, 6 employés. Ils ne sont pas tous là à prendre de l'espace, donc il y a une évolution. Donc, c'est l'adaptation, la transformation de notre offre de service qui nous aide aussi, puis qui doit évoluer comme les entreprises. Puis il y a des choses qu'on faisait il y a 10 ans qu'on ne fait plus aujourd'hui. Il y a peut-être des choses aussi qu'on a abandonnées qu'à un moment donné, il faut peut-être penser puis se dire qu'on devrait peut-être les refaire aussi. Et juste pour essayer de bien comprendre, le camp, l'incubateur d'organisation ici, euh, comment tout ça a été lancé et concrètement, comment ça se met en place? Est-ce que littéralement, c'est au balbutiement, au lancement d'une organisation que vous les aidez? Est-ce que l'entreprise doit avoir déjà avancé un certain
un certain endroit dans sa croissance d'organisation avant de venir vous voir? Comment vous vous intégrez avec ces entreprises? Tu sais, je vais faire peut-être juste une étape avant de répondre à ta question. La première chose qui est importante, c'est lorsque je suis arrivé, j'avais vu, surtout aux États-Unis puis en Europe, que ça faisait déjà longtemps qu'il y avait des Ben incubateurs oui. qui existaient, qu'on pense à la région de Boston, qu'on pense à la Californie, qu'on pense à différents endroits en Europe. Donc ça, c'était déjà un élément lorsque je suis arrivé qu'on avait porté un diagnostic, qu'on devait répondre à ce vide-là, à cet élément-là qu'on voyait qui était important pour aider les entrepreneurs ou les futurs entrepreneurs. Donc ça, c'est un élément. Le deuxième élément, c'est que je te donne un exemple, un autre élément qui a fait, c'est qu'au départ, lorsqu'on a parti l'incubateur Le Camp, ben à chaque fois que, je vais faire un exemple un peu simpliste, que quelqu'un venait cogner à la porte, ben on prenait du temps avec la personne, puis on discutait, puis on voyait s'il y avait un potentiel, etc. Puis rapidement, on a réalisé qu'on était mieux de bâtir des sessions et Mmh. de monter un programme qui s'appelle MVP. Au départ, le programme, on est allé s'inspirer de la Kauffman Foundation aux États-Unis, qui est la plus grande fondation américaine sur l'entrepreneuriat, de regarder comment ils font. On a permis à 3 coachs d'aller se former là-bas et à des gens à l'interne pour justement développer le programme qu'on a modulé dans le temps puis qui aujourd'hui répond aux besoins de Québec qui sont différents de d'autres endroits dans le monde. Donc, au départ, les gens doivent venir nous voir, on discute avec eux, on voit s'il y a un vrai potentiel. Le deuxième élément aussi qui est important, c'est que la personne avec laquelle on aura à travailler, bien, il faut que la personne soit ouverte aussi à recevoir des conseils en bon québécois, qu'elle soit ouverte au coaching. Donc, s'il y a quelqu'un qu'on lui dit, ben, tu devrais revoir ton modèle, faire des choses et la personne n'est pas ouverte à des commentaires, ben, c'est certain que ça risque d'être un peu plus difficile. Donc, on va discuter avec la personne, lui ou elle. Donc, il faut que la personne soit ouverte aux commentaires et par la suite, on va les accompagner de la phase de démarrage jusqu'aux Mmh. phases de croissance. On fait une petite pause sur le podcast en cours parce que je veux vous parler d'un partenaire du podcast Hypercroissance et j'ai nommé Hello Darwin. Pour les gens qui ne connaissent pas Hello Darwin, on parle ici d'une organisation qui est capable de vous accompagner de A à Z pour vous aider à trouver des subventions pour votre organisation. Et ça, c'est donc important parce qu'il y a tellement d'organisations au Québec qui recherchent des prêts pour leur entreprise, mais qui ne sont pas au courant du nombre de subventions données par le gouvernement canadien. C'est assez impressionnant, tout l'argent qu'il y a sur la table, mais que nous, en tant qu'entrepreneurs, on est trop paresseux et on ne va pas chercher. Et c'est là que Hello Darwin rentre en compte. Hello Darwin fait pour vous de A à Z toutes les démarches pour aller chercher les subventions pour votre organisation. Et aujourd'hui, je veux vous parler d'une subvention qui s'appelle le C3I. Donc, le C3I, qu'est-ce que c'est? C'est un crédit qui peut permettre aux organisations d'obtenir de 15 jusqu'à 25 de crédit sur de l'achat de fabrication pour de la machinerie ou également des investissements si on veut refaire, par exemple, notre logiciel de gestion, notre ERP. Eh bien, ici, cette subvention, la subvention C3I, est capable de vous donner un crédit, je le répète, de 15 jusqu'à 25 de tous les coûts engendrés pour la fabrication de machinerie ou encore pour aller installer et acheter un nouveau logiciel de gestion pour votre organisation. Si vous aimeriez avoir accès à cette subvention-là, si vous aimeriez que l'équipe de Hello Darwin fasse tout de A à Z pour vous et que vous, par la suite, vous soyez capable de récolter cette subvention, rendez-vous au go.hellodarwin.com/hypercroissance. Donc, je le répète, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Il y aura un lien également dans les notes de l'épisode. Remplissez le formulaire, parlez avec l'équipe de Hello Darwin et allez chercher l'argent qui vous revient. C'est de l'argent que vous êtes capable d'obtenir pour votre organisation. Et en plus de pouvoir parler avec l'équipe d'Hello Darwin, vous pouvez également assister à leurs différents webinaires qu'ils font chaque mois. Il y aura également un lien dans les notes de l'épisode. Les webinaires portent, bien entendu, sur les subventions. De retour à l'épisode en cours. Quand vous disiez un petit peu plus tôt qu'on peut les aider à mieux comprendre comment une ronde de financement va se mettre en place, est-ce que vous avez des cas pratiques d'organisations qui ont commencé avec vous et qui tranquillement, vous les voyez grandir et vous continuez à les accompagner dans leur cheminement? Oui, oui, il y en a plusieurs. Il y a des beaux exemples. On a aussi, je vais prendre 2 exemples. Un, c'est qu'on a aussi
mis de l'avant rapidement un programme qu'on appelle de soft landing. Donc, c'est un programme qui est ouvert aux entreprises internationales qui veulent venir s'implanter. Donc, un des premiers cas qu'on a eu, c'est une entreprise belge qui s'appelle Larian, donc qui est un studio dans le jeu vidéo. La personne est arrivée, c'est un Flamand qui est arrivé à Québec, qui est venu dans notre incubateur. Et aujourd'hui, c'est une entreprise qui sont rendues à peu près une centaine de personnes, toujours Wow. présentes dans Saint-Roch. Un deuxième exemple que je peux prendre, c'est une entreprise en cybersécurité qui s'appelle Coach. Deux anciens militaires, deux ex-militaires qui ont voulu partir une entreprise en cybersécurité, donc qui sont venus vers nous et qui ont démarré l'entreprise. Et puis aujourd'hui, c'est une très belle entreprise en cybersécurité. Hier, il y a eu une annonce avec une entreprise qui s'appelle Lazerax, qui est une entreprise qui a fait partie d'un programme, un des premiers programmes qu'on avait avant l'ouverture du camp, qui s'appelait un démo day, où là, on aidait des entreprises. Donc, un autre bel exemple, puis une autre entreprise à laquelle je pense, Petal MD, qui est une entreprise aussi dans le domaine Ah, on appelle ça, on va dire les sciences de la vie, mais plus au niveau IT santé, qui a bien sûr, développé ils sont tout venus sur le un. podcast, là. Oui, exactement. Puis, donc, ça fait partie des entreprises qu'on a aidé qu'un premier Wow. programme à l'époque, puis qui a évolué, qui est rendu une super de belle entreprise à Québec aussi. Donc, Exceptionnel, ouais. exceptionnel. Donc, Pat a bien géré sa croissance. Puis, c'est une des personnes qui revient de temps à autre faire des conférences auprès des startups en disant que la chance qu'il avait au départ lorsqu'il a parti son entreprise, puis il en a parlé aussi, c'est que dans le fond, il n'y avait pas de risque au Québec parce que d'un côté, les enfants, l'école était entre guillemets gratuite et qu'il y avait quand même des facilités, puis avec un système de santé. Fait que oui, il y a quand même Hmm. des risques qu'il a pris, qui a avancé, mais que grosso modo, il en a fait une belle réussite, mais que si jamais il se passait quelque chose, il pouvait repartir et que ses enfants auraient quand même une certaine couverture pour leur éducation, puis la même chose aussi au niveau de la santé. Quand on se compare, on se console des fois, hein, et c'est là qu'on se rend compte à quel point qu'on est dans un endroit fantastique. Exactement. Puis on a beaucoup d'outils d'accompagnement ici. C'est totalement fascinant, Carl. Peut-être je continuerai un peu ce volet-là ici et j'aimerais savoir, donc on voit Pétale, c'est un exemple exceptionnel. Ils ont une croissance phénoménale. Ils sont en train de s'implanter partout au Canada dans une catégorie qui est très complexe, qui a énormément de régulations. C'est pas facile de travailler avec les entreprises avec lesquelles ils travaillent et ils réussissent, donc c'est tout à leur honneur. Dans les organisations que vous avez accompagnées, les Pétales et les autres, et que vous voyez réussir, est-ce qu'on est capable de le sentir dès le départ? Est-ce qu'il y a des éléments dès le départ qui nous font croire que, je pense que cette entreprise-là, avec la vision du groupe de direction, ils vont aller loin? Est-ce que des fois, il y a des surprises? Peut-être que tu as des anecdotes pour nous? Tu sais, je vais donner un exemple parce qu'une autre des personnes avec lesquelles tu as fait un podcast, c'est Vincent Routier. Avec lui. Puis quand je regarde Vincent, ça fait partie des gens qu'on a aidés avec sa première entreprise. Puis le pivot qu'il a fait par la suite avec lui. Puis tu sais, je me rappelle de Vincent avec lequel on a participé sur un programme à l'époque avec le MIT. Donc, Vincent est un autre que tu vois, que ça se voit que cette personne-là va arriver. Puis c'est un peu l'image que je te faisais au départ avec l'idée des Sherpas puis de la montagne où quelqu'un était parti avec une idée, avec un modèle d'affaires, puis qui a dû faire un pas de recul, revoir son positionnement, repositionner son entreprise. Puis aujourd'hui, Vincent, c'est un success story incroyable avec qu'est-ce qu'il a fait avec lui. Alors, ça c'est un autre bel exemple. Puis, tu sais, je pourrais continuer. Tu as un Charles Boulanger que tu as vu passer à travers différentes étapes avec différentes entreprises qui a fait plein de succès. Donc, c'est d'autres personnes avec lesquelles. Puis Charles, moi, je ne me rappelle pas ça s'il l'avait mentionné dans le podcast, mais pendant qu'il a fait une période de transition, il a été PDG de ce qui est aujourd'hui Québec International pendant un petit bout de temps. Ah, ouais. Ouais, ouais, Ah. ouais. Puis, tu sais, je vois, tu vois une autre personne comme un Alex Brisson aussi
qui a transformé une entreprise de façon incroyable en se repositionnant sur des points très précis, avec lui aussi une vision de qu'est-ce sur quoi bâtir sur le futur. Donc, c'est des gens que, bon, je veux dire, Norda Stello ne fait pas partie des gens qui ont passé à travers qui, mais c'est des gens avec lesquels j'ai la chance d'échanger, de voir Ouais. justement comment ils ont avancé, puis comment ils ont transformé leur entreprise. Donc c'est ça. Puis moi, une personne que j'ai rencontrée sur le tard aussi, M. Fontaine, que tu as aussi reçu. Mais Jean Fontaine, qui est dans la région, pardon, de Saint-Hyacinthe, c'est pas quelqu'un, mais c'est un homme d'affaires incroyable quand on voit comment il a bâti son entreprise. Donc, oui, ben, je sais pas. Est-ce que ça se voit hors de tout doute? La réponse est probablement non, mais il y a des gens avec lesquels tu vois qu'ils ont une vision. Je pense à Pat, je pense que depuis la première journée, c'était certain que c'était quelqu'un qui allait y arriver, puis on est Bien capable sûr. de le constater par la suite, là. Mais si j'avais à résumer un petit peu ce que j'entends de tes paroles, c'est est-ce que je me trompe de dire que oui, l'idée, oui, peut-être l'opportunité de marché, mais ça revient plus souvent qu'autrement au fondateur ou à la fondatrice de l'organisation? Ça revient aux fondateurs, puis aussi, tu sais, je regarde, mais aussi aux gens avec lesquels ils sont capables de s'entourer. Si je regarde avec Pétal, tu sais, il est allé s'entourer de personnes qui sont dans d'autres entreprises qui ont aussi obtenu des grands succès. Quand je regarde ça, quand je regarde d'autres entreprises, quand je regarde à l'époque Vincent avec les gens avec qui c'était associé à l'époque, avec des gens d'MIT qui l'ont aidé à faire évoluer son modèle. Donc, je pense que oui, je pense que c'est des gens, mais c'est des Mmh. gens aussi qui sont ouverts à l'écoute, qui sont capables de bien s'entourer puis qui gardent un focus sur l'objectif qu'ils veulent atteindre. Donc, ça, je pense que Mmh. ce sont des éléments importants. Bon, et tu nous parles aussi également qu'il y a plusieurs entreprises internationales qui viennent s'implanter à Québec avec votre programme, tu l'as mentionné un petit peu plus tôt. Euh, Qu'est-ce que tu entends quand tu t'entretiens avec ces différentes organisations-là? Qu'est-ce qui les attire avec la région de Québec? Est-ce qu'il y a il y a certains points marquants qui reviennent, des dénominateurs communs d'une organisation à l'autre? Qu'est-ce qui fait en sorte que la région est en si forte demande des fois pour de l'expatriation et pour ou plutôt implanter des entreprises? Il y a différents éléments là-dessus. Je pense que, tu sais, Québec ne sera jamais Montréal, comme je pourrais prendre Bordeaux ne sera jamais Paris ou Madrid, Barcelone. Il y a des Ouais. éléments qui attirent les gens vers une ville, vers un autre. Nous, je pense que ce qui vient jouer en notre faveur, c'est la taille de la ville, une ville à qualité humaine. Le deuxième élément pour moi qui vient, c'est dans la qualité du service, de l'accompagnement qu'on est capable d'offrir aux entreprises, la mise en relation avec l'écosystème qui deviennent des éléments importants dans la décision. Par la suite, je vais donner des exemples. Ben, demain matin, ça me surprendrait qu'on soit capable d'attirer une entreprise minière à vouloir venir Ouais. s'implanter à Québec. Donc, des fois, il y a des spécificités régionales qui vont faire en sorte que des gens vont aller vers d'autres endroits. Il y a des gens aussi qui, demain matin, il y a des choses qui se passent que des fois, ça peut être relié à des gens qui viennent parce qu'ils ont trouvé de l'expertise avec un secteur, un département, une faculté à l'Université Laval avec un autre, les CNRS ou d'autres. Ça peut être parce que demain matin, il y a une entreprise importante dans un secteur que les gens disent, bien, on va devenir ou on est fournisseur, puis ça devient un élément attractif. C'est quelque chose que nous, on va probablement voir dans les prochaines années avec tout le développement dans la région de Québec, de la dévie, puis la mise sur pied de la construction de brise-glace, qui va probablement y avoir des entreprises qui vont voir venir s'insérer dans une chaîne d'approvisionnement pour répondre à des besoins de la construction avec le chantier maritime. Donc, c'est plusieurs facteurs qui viennent en ligne de cause, qui viennent dans la réflexion des entreprises, des entrepreneurs. Donc, on doit prendre le temps. Dans certains des cas, on sait qu'il y a des gens
qui ne, qu'on n'a pas on n'aura pas une offre de valeur qui va leur être intéressante pour eux. Pour nous aussi, il y a un autre élément sur lequel on travaille depuis plusieurs années, c'est de compléter des chaînes de valeur. C'est beaucoup plus gagnant pour une communauté, à un moment donné, d'avoir l'ensemble d'une chaîne de valeur que d'avoir des fois 10 entreprises qui sont à se compétitionner sur un même C'est axe. sûr. Et dans d'autres cas, c'est quand même aussi intéressant de voir une évolution dans certains secteurs où des fois, tu as des entreprises qui viennent te voir puis te disent aujourd'hui, si je vais être capable d'attirer du talent, ben il ne faut pas que je sois le seul à faire de la tarte aux pommes. Donc, si je suis seul, il y a des gens qui ne voudront pas venir parce que si jamais ça ne fonctionne pas, ben ils vont regarder ailleurs. Puis s'il n'y a pas une certaine masse critique d'emploi dans un secteur, des fois, c'est plus difficile d'attirer des candidats, des candidates. Donc, il y a plusieurs éléments. Ça fait partie de conversations qu'on doit avoir avec les entreprises, avec les partenaires pour voir comment on le fait, mais dans un souci d'intégration et aussi dans un souci dans une région où on a un faible taux de chômage. Donc, demain matin, si on arrivait avec une entreprise qui voudrait engager 2000 personnes, ben, on aurait de la distorsion dans notre marché local. Donc, on doit prendre toutes ces Ben oui. choses-là en considération dans le travail qu'on doit faire. Et des fois, c'est plus facile d'aider une plus petite société qui va grandir dans son écosystème et qui, par la suite, est perçue comme un joueur local. Alors, c'est toutes ces choses-là qui font partie de la réflexion qu'on prend le temps de prendre en considération lorsqu'on s'assoit avec une entreprise qui veut venir s'installer chez nous. Ça fait énormément de sens. Et toi, ton rôle aujourd'hui, donc ça fait quand même 15 ans maintenant que tu es à Québec International. Je suis toujours curieux de savoir un peu le rôle du dirigeant. Bien entendu, l'entreprise, comme on le disait un petit peu plus tôt, n'est plus du tout la même de ce qu'elle était au départ. Il y a un bon nombre de personnes qui travaillent avec toi, des belles équipes. J'imagine beaucoup plus de notoriété, beaucoup plus de demandes rentrantes de faire affaire avec vous. À quoi ressemble ton rôle au quotidien? Ben, c'est une combinaison d'avoir le temps de réfléchir sur une vision à long terme, de voir, comme je te le disais un peu plus tôt, quels seront les éléments qui peuvent impacter autant notre organisation que notre communauté, que nos entreprises. Donc, d'avoir cette chance de pouvoir faire de la vigie, de pouvoir avoir la chance des fois de se déplacer puis de voir qu'est-ce qui se fait ailleurs, puis de aussi se rappeler qu'une entreprise fait face aux mêmes enjeux, qu'elle soit dans la ville A, B ou C. Mais Ouais. après ça, c'est comment on peut adapter des solutions à notre réalité qui diffèrent pour différentes raisons entre l'endroit A et l'endroit B. Le deuxième volet, c'est qu'on doit quand même garder aussi une partie de notre temps à voir comment notre organisation, comment qu'on s'en va. Donc, comme toute organisation, on doit avoir un plan stratégique à long terme, on doit avoir un plan annuel, on doit s'assurer qu'on fait des suivis dans notre cas au trimestre pour voir si on s'enligne à atteindre les objectifs qu'on a comme organisation. Qu'à la fin de la journée, on balance les revenus et les dépenses. Nous, on doit arriver, vu qu'on est un OBNL, à plus ou moins zéro, alors à tous les ans. Donc, on doit s'assurer de ça. Puis, comme dirigeant, ben, il faut aussi rester près de ses employés pour voir les enjeux, les soucis, qu'ils soient d'ordre professionnel ou personnel. Donc, c'est une combinaison de tout dit comme un tout bon dirigeant d'entreprise. Puis trouver le temps aussi d'échanger avec des mentors, avec des gens qui peuvent nous aider à réfléchir des fois sur des enjeux qu'on a à l'intérieur de notre organisation, puis de voir comment nous-mêmes, ils peuvent nous aider à les solutionner. Donc, un bon conseil d'administration aussi qui nous challenge, qui nous font voir des choses que des fois, on oublie de voir, nos angles morts. Puis, le dernier élément, comme toute bonne organisation, ben, s'assurer qu'on met à jour notre gestion de risque. Puis la gestion de risque, elle évolue aussi dans le temps. Comme je te disais, il y a 5 ans, on n'avait pas sur notre tableau la cybersécurité. Puis là, c'est beaucoup de travail et ça fait partie du quotidien maintenant. Oui, oui. Ben, l'IA, c'est un autre bel exemple. D'un côté, c'est comment on l'intègre à l'intérieur de notre organisation.
comment qu'elle nous aide à accroître notre performance. De l'autre côté, comment qu'on forme nos gens. Puis le troisième volet, ben, c'est comment soit qu'on s'expose à des risques en l'utilisant ou pas, ou comment que si des gens l'utilisent dans un cadre non, je veux dire, réglementé interne, ben, on pourrait avoir des gens qui utilisent des données qui se ramasseraient à l'extérieur, qui auraient dû rester Ouais. dans un cadre de confidentialité. Donc, ces trois axes-là font partie de notre réflexion, qui doivent nous aider à être plus productifs, puis en même temps, ben, s'assurer qu'on forme nos gens et qu'on s'assure qu'on ne s'en va pas dans des endroits qui pourraient nuire à notre réputation ou qui pourraient avoir des impacts sur l'organisation aussi. Effectivement. Et c'est quoi la suite? Qu'est-ce qui vous attend chez Québec International pour 2025 et les prochaines années? Ben, pour 25, je pense que le premier élément, on est dans la troisième année de notre planification triennale. Donc, en ce moment, ce qu'on est en train de faire, c'est de valider, après presque 2 ans, est-ce qu'on va atteindre ce qu'on s'était mis comme objectif sur 3 ans? Est-ce qu'il y a des éléments qui ont changé à cause de l'environnement interne ou externe? Donc, est-ce qu'il y a des choses qu'on doit remoduler? Si c'est le cas, comment on les présente à nos administrateurs? Et le deuxième élément qui va avoir un impact sur notre prochaine année, sur le futur, c'est de reprendre un autre planif triannuel pour voir Ouais. comment les choses vont évoluer, comment les choses vont changer, puis de s'assurer qu'on demeure pertinent, qu'on demeure à l'écoute de nos entreprises, nos entrepreneurs, de nos partenaires et qu'on demeure avec une offre qui est pertinente et d'un autre élément qu'on n'a pas parlé, mais comme d'autres organisations, comment qu'on peut divertir nos sources de revenus pour continuer d'être présent. Ça fait énormément de sens. Des petites questions personnelles peut-être pour terminer. Je suis toujours curieux de savoir si nos invités lisent certaines lectures d'affaires et si oui, s'il y en a une peut-être que tu aurais à partager avec notre audience. Bien, je voulais commencer en disant que chaque jour, je prends le temps de regarder 2 journaux britanniques, donc le Financial Times, le Guardian, par la suite 3 journaux québécois, Le Soleil, La Presse, le Journal de Québec, 2 journaux français, Les Échos, Le Figaro et par la suite 2 journaux américains. Alors, ça, c'est avant que j'arrive au bureau avec les sommaires des articles les plus importants. Il y en a quelques-uns que je passe aussi à travers. Il y en a d'autres, c'est le week-end. Donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément sur lequel je mets du temps, qui sont ouverts dans mes fichiers que je prends, c'est de regarder différents podcasts sur différentes affaires. Puis, 2 autres éléments pour arriver avant ta question, des économistes, McKinsey aussi, qui ont plusieurs études sur différentes tendances. Là, il y a la COP qui débute. Donc, à tous les jours, ils vont avoir un petit podcast sur un sommaire de la journée. Donc, des éléments qui nous écoutent, qui font partie de notre réflexion. Et quelques livres là, que je voulais partager. C'est pas des livres récents, mais qui, pour moi, sont à mon chevet. Il y en a un qui s'appelle Learning Steps to Becoming a Passionate Lifelong Learner. Parce que pour moi, lorsque je parle à mes gens, c'est qu'il y a 3 choses. La première, on a des objectifs professionnels qu'on doit faire, qu'on doit livrer à tous les ans. Le deuxième élément, c'est qu'on a des valeurs organisationnelles. C'est pas quelque chose qu'on met sur un mur, c'est quelque chose qu'on doit vivre et que l'organisation doit, que les gens sentent qu'elles sont existantes, qu'elles font partie de notre ADN. Et le troisième, c'est qu'on doit continuer d'apprendre si on veut grandir. On a le droit à l'erreur. On doit apprendre de nos erreurs. Donc, learning, c'est un processus continu. Et le deuxième que je voulais partager, c'est The 7 Habits of Highly Effective People. Donc, Ouais. c'est quoi les 7 choses qu'on doit faire si on veut demeurer effectif? Puis le prochain que j'ai pas encore débuté de livre, c'est Facing the Climate Emergency, qui est un élément qui va avoir et qui a déjà un impact sur nos organisations, sur nos communautés. Les changements climatiques qui ont différents impacts tant sur potentiellement des nouvelles entreprises qui se développent
Et deuxièmement, sur comment ces éléments-là vont avoir des impacts et ont déjà des impacts sur nos villes, dépendamment où on est situé, près d'un fleuve, près d'un océan et tous ces éléments-là qui viennent influencer. Donc ça, c'est le prochain que je vais lire dans les prochaines semaines. Et puis là, on parlait de business, hein, mais j'ai toujours un livre de lecture Ouais. qui est à mon côté, plus de culture générale, là, un livre qu'on va lire quand on est dans l'avion. Ben, ça, c'est des routines assez rigoureuses, lire autant de journaux le matin. C'est impressionnant. Tu as mentionné brièvement podcast. Lesquels que tu trouves intéressants, que tu écoutes de temps en temps? Ben, tu sais, je veux pas être. Ça serait mentir que j'ai pas pris le temps d'en regarder quelques-uns des tiens avant de, avant de faire l'entrevue. Par la suite, je t'ai dit, je regarde souvent des choses plus reliées avec McKinsey. Maintenant, même des économistes ont commencé à en faire. Il y en a un autre aussi que je regarde qui sont plus. Je fais beaucoup aussi de deux autres éléments. C'est des conférences que je m'inscris à laquelle je sais que j'aurai pas le temps d'assister, mais qu'on peut regarder les conférences en différé. Donc, il y en a une là, qui est ouverte que je dois compléter sur City Nation, donc le volet là, sur les temps, sur les réflexions sur les villes, les changements, comment on voit, là, il y a eu tout le volet du 15 minutes city où on peut tout faire à 15 minutes, comment on revoit les villes avec les changements dans lesquels on doit vivre et le milieu du travail. Puis, on a vécu une période où on a mis de l'avant des parcs industriels, des endroits où entre guillemets, on mettait les entreprises manufacturières à l'extérieur des grands centres. On a une évolution des entreprises aujourd'hui, haute technologie, qui se retrouvent plus au centre-ville et comment qu'on intègre de plus en plus nos parcs qui étaient un peu à l'extérieur et puis l'évolution qu'on a vue dans les dernières années entre des zones d'innovation. Vous avez, on l'a vu entre autres à Barcelone avec le volet j'oublie le nom, là, l'acronyme du Innovation District à Barcelone, que ça fait 25 ans qu'il évolue. Ouais. Donc, l'évolution justement de ces zones d'innovation et de voir sur lesquels secteurs d'activité on doit aider nos villes à se développer pour le futur aussi. Wow, tellement fascinant. Bon, si on veut en savoir un petit peu plus sur Québec International avec tous les beaux avantages, les belles organisations que tu nous as mentionnées aujourd'hui, meilleur endroit pour vous rejoindre? Ben, sur le site de Québec International, on peut me rejoindre facilement. Puis le dernier élément, Antoine, il ne faut pas oublier, il faut prendre du temps pour soi, faire du sport, changer les idées, c'est important. Donc, il faut aussi combiner le travail puis prendre du temps sur d'autres choses. Puis de continuer de rencontrer des gens, d'échanger pour voir ce qui les préoccupe. C'est donc important. Carl Viel, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Totalement fascinant. Donc, pour les entreprises qui nous écoutent aujourd'hui, qui aimeraient en savoir plus sur Québec International, allez voir leur site Internet, essayez de voir comment ils peuvent vous aider. Carl, je te remercie beaucoup. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.